Bien, donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour donc ce déjà 10e déjeuner jeunes chercheurs, jeunes chercheuses du LabEx Futur Urbain. Donc, je rappelle que c'est une expérience qu'on a lancée en janvier 2021, un petit peu dans le contexte de la Covid, avec l'idée en fait de donner un temps de parole significatif, 30 à 40 minutes de présentation à un doctorant, une doctorante ou un post-doctorant pour en fait diffuser la jeune recherche en train de se faire ou cette recherche en fait juste achevée pour le cas de jeunes docteurs. L'idée aussi, c'est de pouvoir donner la parole en fait aux groupes transversaux du LabEx Futur Urbain. Donc, je rappelle qu'ils sont 14 groupes transversaux sur des thématiques différentes. Donc, ici, je crois que c'est pour la première fois le groupe Usage de l'histoire et devenir urbain que Diane va présenter dans un instant. Et puis, je suis donc évidemment triplement heureux d'accueillir aujourd'hui Tristan Loub. Donc, d'abord parce que je suis quand même un peu associé à la question de sa thèse de doctorat, en liaison avec Michel Dagenet, professeur à l'Université de Montréal. Ensuite, parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet environnemental et que c'est vrai que c'est une question importante pour le LabEx Futur Urbain de développer les questions environnementales. Et puis, enfin, troisième raison, c'est parce qu'il y a une dimension très internationale dans le travail que conduit Tristan Loub, et c'est aussi quelque chose auquel on est très, très sensible. Donc là, en l'occurrence, cette comparaison, vous allez le voir, entre le Canada et la France. Et puis enfin, je remercie de leur présence les étudiantes et les étudiants du graduate programme Urban Future, qui se sont connectés pour certains et qui doivent, c'est une de leurs obligations, suivre ces déjeuners à raison d'une fois par mois et qui sont enregistrés pour celles et ceux qui ne pourraient pas les suivre en direct. Voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à Diane Roussel pour l'introduction. Merci Diane. Merci beaucoup Loïc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je ne serai pas longue, juste deux mots de présentation de Tristan Loub aujourd'hui, alors qu'on connaît bien parce qu'il est doctorant au laboratoire ACP de l'université Gustave Eiffel et fait des cours chez nous également, et membre donc du groupe transversal Usage de l'histoire et devenir urbain. Peut-être dire deux mots pour te présenter, Tristan, et si jamais je dis des bêtises, tu m'interromps. Alors, donc, tu es historien, mais il me semble que tu as expérimenté d'autres disciplines avant, et notamment la géographie, non? Également. Tu as fait une partie de ta scolarité à l'École normale supérieure de Lyon, tu as obtenu l'agrégation d'histoire, et tu avais commencé tes recherches sur cette question de l'automobile, du coup, durant ses études lyonnaises, en particulier avec Stéphane Friou, donc pour resituer aussi dans le paysage historiographique et sur la question de l'histoire environnementale. Voilà, donc tu as débuté une thèse il n'y a pas très très longtemps, qui s'intitule, je vais lire le titre tel qu'il est inscrit officiellement, L'envers de la présence automobile dans les villes d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, ou, c'est le sous-titre, La ville refaçonnée par les nuisances, les cas de Marseille, Toronto, Montréal et Toulouse entre les années 1920 et 1980. On voit bien donc ce sur quoi insistait Loïc à l'instant, c'est-à-dire la dimension comparative et internationale. Et ça, je pense que ça va beaucoup nous intéresser parce qu'effectivement, c'est une ambition très intéressante. Et donc, autour de ces questions-ci, tu travailles donc des thématiques qui sont donc relatives, on l'a dit, à l'histoire de l'environnement, l'histoire environnementale, l'histoire donc évidemment des mobilités et de l'automobile, puisque c'est ton point de départ et ton angle d'attaque pour tes études, mais aussi, j'espère que tu pourras nous en parler aussi aujourd'hui, la manière dont ces mobilités et l'automobile en particulier créent un certain nombre de réactions sociales. Et donc, ce qui t'intéresse, c'est précisément la perception, les sensibilités, et les réactions des citadins, mais également des mouvements citoyens autour donc de perspectives qui mettent en question à la fois les conflits d'expérience, les contestations, la négociation dans la ville, sur cette amplitude chronologique qui est importante. Et j'imagine que sur ces différents terrains, tu vas avoir beaucoup de choses à observer, puis beaucoup de choses qui risquent de changer.
tant dans les nuisances que dans les réactions des populations à ces nuisances. Voilà, donc merci beaucoup. Laurent, peut-être toi, tu peux lui couper le micro. Voilà. Super. Donc, merci beaucoup, Tristan. On est très content que tu puisses nous exposer quelques-unes des pistes qui dirigent ta recherche. On t'écoute. En même temps que je lance le partage d'écran, attendez, excusez-moi, j'en profite pour vous remercier tous et toutes pour cette invitation et puis pour cette opportunité un peu de vous donner à voir où j'en suis. Sachant que, alors attendez, évidemment, hop, il faut que voilà. Est-ce que tout fonctionne pour vous? A priori, normalement, parfait. Donc, du coup, d'abord, je vous remercie tous et toutes pour cette invitation, pour votre présence. Donc, effectivement, je vais vous proposer une intervention qui est basée sur mon travail de recherche. Je commence à en voir le bout puisque je suis en phase de rédaction. Précisément, j'étudie l'histoire donc de l'appréhension des nuisances causées par la circulation automobile dans les centres anciens donc, de deux villes françaises, comme l'a déjà dit Diane. Je répète un petit peu, Toulouse et Marseille en France, et deux villes du Canada, Montréal et Toronto, entre les années 1920 et 1980. Moi, j'étudie donc deux choses. D'une part, les phénomènes qui ont été jugés nuisibles par leurs contemporains, liés à la présence automobile, donc c'est-à-dire moi, c'est ce que j'appelle les nuisances. D'autre part, leur appréhension, c'est-à-dire la façon dont ils ont été désignés et traités au passé, autant par les pouvoirs publics que par les habitants ou les associations. Et je travaille essentiellement sur les centres anciens de ces villes, c'est-à-dire sur les espaces qui ont été bâtis avant 1945 à peu près, c'est-à-dire avant que l'automobile, la circulation automobile soit pleinement prise en compte dans la production d'espaces urbains nouveaux. Je considère donc que l'histoire des nuisances causées par l'automobile est double. Elle est d'une part une histoire matérielle, donc celle de phénomènes qui ont une réalité physique, observable, et que d'autre part, elle est politique et culturelle, c'est-à-dire c'est plutôt le pan de la définition de l'appréhension de ces nuisances. Donc, pour vous exposer et vous déployer un peu ce point de vue, et en même temps que la comparaison que j'ai pu établir entre le Canada et la France, je vous propose de partir en fait d'une expression un peu générale, qui est celle de pollution automobile. Et effectivement, depuis les années 70 et 80, en tout cas tel que je l'ai observé, cette expression désigne essentiellement ou presque la détérioration de l'air par les gaz d'échappement automobiles. Et elle a gagné une popularité considérable au point d'être presque le seul avatar selon lequel on présente les effets néfastes de la présence automobile sur les espaces urbains. Moi, j'aimerais la remettre en perspective pour vous exposer en quoi finalement elle ne correspond qu'à une seule forme d'appréhension des nuisances automobiles, mais aussi à un seul type de phénomène jugé nuisible. En effet, les effets perçus négativement de la présence automobile dans les espaces urbains ne se sont pas limités à la détérioration de l'air, et par ailleurs, tous ces effets n'ont pas été considérés comme des pollutions. Je reprends d'ailleurs ici une définition donc, de pollution, considérant qu'une pollution, c'est avant tout un phénomène détériorant ou modifiant un environnement tel que compris et étudié par un savoir scientifique expert. En somme, que pollution, c'est avant tout une définition scientifique. C'est d'ailleurs ce qui est un peu sous-entendu dans l'expression pollution automobile qu'on emploie à partir des années 1980. Bon, en somme, comment en est-on parvenu à l'apparente hégémonie de cette expression dans le langage courant et comment cette hégémonie d'ailleurs, plutôt comment cette expression s'est imposée finalement autant au Canada qu'en France que je crois pouvoir dire de façon générale en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Alors, de façon un peu scolaire, je vous propose qu'on revienne de façon chronologique finalement dans l'histoire des nuisances automobiles et de leur appréhension. Rapidement, je commence dans les années 20, puisque les années 20 sont une période de vraie rupture donc dans la production et l'emploi des automobiles en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, effectivement, les industries automobiles reprennent leur rythme, les véhicules utilitaires en particulier sont de plus en plus présents. Et en somme, en fait, l'automobile cesse d'être strictement un objet de luxe et se multiplie en particulier dans les centres-villes.
Là, je vous ai mis quelques chiffres donc, tirés de la révolution automobile, qui est un ouvrage assez ancien, mais qui finalement fait encore autorité sur l'évolution des parcs automobiles en comparant les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Canada. Ici, pour vous faire une idée rapide de l'état des parcs automobiles à Montréal et à Toronto dans les années 1930, vous pouvez voir que de façon absolue, les chiffres sont d'ores et déjà très importants. Et j'en profite par ailleurs pour vous renvoyer vers un article de Wibal Laceroni qui nous rappelle comment il est compliqué d'établir en revanche ces chiffres pour les terrains français. Bien. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir donc, de ces années 20 et 30, c'est un véritable engouement et un développement commercial considérable de l'automobile, finalement, un temps de grande popularité. On le voit là, par exemple, je vous ai mis quelques exemples d'extraits de pages de sport ou de pages payées par des industriels, en particulier par Citroën, dans la presse locale, en l'occurrence toulousaine et marseillaise. En blanc, vous avez donc des extraits d'un journal qui s'appelle Le Petit Provençal et en brun de La Dépêche, donc Le Petit Provençal étant marseillais, La Dépêche étant toulousaine, entre 1920 et 1940. Donc, quoi qu'il en soit, en somme, l'automobile n'est pas nouvelle dans les années 20, mais son développement accélère considérablement, autant en termes de masse qu'en termes de popularité dans l'entre-deux-guerres. Cependant, au-delà de cet engouement, apparaissent de nouvelles formes de détérioration des environnements, donc autant dans les aspects des environnements que dans les pratiques de celles et ceux qui les fréquentent. Plus clairement, en fait, apparaît une série de nouvelles nuisances causées par la circulation automobile ou de types de nuisances plus anciens qui sont réactivés, rénovés ou augmentés en fait par cette présence automobile. Ces nuisances, elles ont pour elles d'être très variées en fait. Surtout à cette période-là, plusieurs termes sont employés, plusieurs éléments sont pointés. Moi, j'en propose une réduction à 4 grands phénomènes, ou à quatre domaines de perturbation des environnements. Le bruit, l'air, le danger et la congestion. Bon. Elles sont par ailleurs autant mises progressivement à l'agenda des politiques publiques par l'action des administrations, quelque part un peu toutes seules de leur côté, que désignées par les habitants et les habitantes de ces villes. C'est-à-dire que dès les années 1920, il y a des plaintes, il y a des réactions. D'ailleurs, il est intéressant de noter que pendant l'entre-deux-guerres, on se soucie finalement assez peu, c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution aussi des types de l'intérêt qu'on a pu avoir pour certains types de nuisances. Je disais donc, dans l'entre-deux-guerres, on se soucie assez peu des émissions de gaz ou des composés toxiques dans l'air causés par l'automobile, qui seront pourtant plus tard au cœur de cette fameuse expression de pollution automobile. Et finalement, par ailleurs, excusez-moi, pas finalement, la dénonciation de ces nuisances, je l'ai dit, ça c'est un point auquel je tiens particulièrement dans ma recherche, ne procède pas que d'un changement de sensibilité. C'est-à-dire que, effectivement, on dénonce beaucoup, on réagit, on cherche à faire des choses, mais c'est aussi parce que ces nuisances ont été une réalité matérielle importante en fait. Elles ont eu un effet fort sur la modification des environnements urbains, et pour cela, je vous propose en fait que nous nous penchions sur deux sources. D'une part, donc là, la mortalité causée par la circulation automobile dans la ville de Montréal entre 1918 et 1940. Donc ça, c'est une série que j'ai tirée des archives du service de santé de la ville de Montréal entre 1918 et 1971. La série va jusqu'en 1971. Je vous ai simplifié un tableau dans lequel je compare l'évolution de la mortalité de l'automobile causée par l'automobile, causée par le tramway, par rapport au total de la mortalité accidentelle sur l'île de Montréal. Pour vous donner une idée, l'île de Montréal, il y a à peu près 9000 morts par an dans cette période, environ, de causes naturelles ou non. Donc, on voit très simplement que l'automobile cause une mortalité nouvelle et importante, puisqu'elle devient la première cause de mortalité accidentelle dès 1921, en fait. Et elle le reste tout au long de la période jusqu'en 1971. Si vous voulez, on reviendra sur ce tableau auquel on pourrait faire bien des choses, mais je ne veux pas être trop vite, trop long. Une autre source que je vous propose d'observer rapidement, qui démontre l'importance en fait de ce changement matériel
qu'impriment les nuisances automobiles aux espaces urbains, aux environnements urbains, c'est le cas du bruit, et en particulier du bruit sur l'île de Manhattan. Donc là, je sors un petit peu de mes sources. J'ai pu travailler sur les bruits sur le rapport au bruit à New York sur l'île de Manhattan grâce à des archives contenues dans les archives du service de santé de la ville de Toronto, qui s'y intéresse beaucoup. Et donc, dans le tableau que je vous propose, on voit que sur 11 000 personnes qui ont été interrogées, plus de 4 000 ont signalé l'automobile, en tout cas le trafic automobile, comme étant la première cause de bruit gênant et de bruit nuisible, ce qui est énorme. Finalement, c'est plus de 36%. Donc, on est loin d'une simple, à mon avis, sensibilité nouvelle. Il s'agit pour moi aussi d'une modification profonde des matériels des environnements. Pour autant, l'appréhension dans cette période des nuisances automobiles, autant dans la dénomination, c'est-à-dire par les habitantes et les habitants, que dans la gestion, reste essentiellement empirique. Alors, en particulier, les administrations demeurent relativement impuissantes sur ces nuisances. Elles les observent, soit par le biais de leurs services, soit via les plaintes des habitants qui font des problèmes publics, mais il demeure qu'elles peinent à appréhender ces phénomènes dans leur intégralité. En témoignent de nombreux allers-retours dans la législation contre la vitesse, par exemple, à cette période, où il est très difficile de la faire respecter, car les agents ne sont tout simplement pas équipés pour calculer la vitesse des véhicules, et donc ne le font que de façon empirique ou jugée. Par ailleurs, c'est vrai pour la plupart des autres nuisances causées par l'automobile. Donc les réactions sont essentiellement des réactions au fil de l'eau. Ce sont les réactions au fil de l'eau qui dominent dans la gestion de ces nuisances, et en particulier la gestion édilitaire qui progressivement modifie les environnements urbains en fonction aussi, bien évidemment pas que, mais aussi des nuisances provoquées par la circulation automobile. Là, je vous ai mis un exemple en fait de 2 articles montrant donc, des bitumages à Toulouse et l'arrachage de pavés pour permettre une surface roulante plus efficace. Et ici, c'est un extrait donc, du rapport de l'ingénieur en chef de la ville de Toulouse sur les revêtements des voiries en 1922, dans lequel, donc, on y reviendra peut-être plus tard, dans lequel il stipule mot pour mot, il précise mot pour mot que le pavé est en train d'être rendu obsolète par l'automobile. Ou en tout cas qu'une surface de roulement unie sera bien plus efficace par rapport à l'automobile. Et non pas pour qu'elle roule plus vite, mais et ça c'est très important, mais pour qu'elle cause moins de nuisances, c'est-à-dire qu'il y ait moins de flash, qu'elle arrache moins les pavés, le bruit étant moins un problème. Ce qui fait le plus de bruit, c'est quand même les moteurs, hein, pas tant le roulement. Bien, il pourrait y avoir 2 contre-exemples dans cette période sur lesquels je reviendrai, qui préfigurent en fait une appréhension par l'expertise et pas strictement par la réaction empirique vis-à-vis des nuisances, qui sont les cas du bruit, donc comme je l'ai déjà un peu montré, et de la congestion, qui est plus qu'apparaît à cette période, en tout cas aux États-Unis, l'ingénierie de la circulation. Quoi qu'il en soit, à la fin des années 30, se profilent de plus en plus des expertises des nuisances causées par la circulation automobile dans les centres anciens des villes, mais on ne parle pas encore de pollution automobile, et par ailleurs, on en est encore au stade réellement expérimental. À partir de la reconstruction et pendant donc, cette période qu'on a pu appeler les 30 Glorieuses, donc immédiate après la Seconde Guerre mondiale, la donne change un peu. Donc, très rapidement, en termes de contexte, la production et la consommation connaît un nouveau pic, en particulier dans les années 50, que les parcs automobiles augmentent de façon considérable, extrêmement rapide. C'est une augmentation qui d'ailleurs se soutient encore jusqu'à aujourd'hui. Ça s'explique autant par la sortie de l'économie de guerre que les volontés de relance autour d'idées keynésiennes de l'économie et de la consommation dans les sociétés. C'est assez commun. Évidemment, on parle du développement de la société de consommation de masse, mais pas pour rien non plus, bien évidemment. Bon, je ne développe pas plus, nous y reviendrons éventuellement. Cette période, et c'est là que pour le coup elle me paraît particulièrement intéressante, c'est tout de même celle où, j'écris un peu de façon un peu provocante, où l'on invente la pollution automobile. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la pollution, c'est avant tout un savoir expert sur un phénomène. C'est la façon de définir la nuisance par le biais, le vecteur d'un savoir expert sur un phénomène. Et les lendemains de la Seconde Guerre mondiale marquent l'histoire de l'attention des nuisances automobiles, mais pas que, par le développement de méthodes d'approche quantitative de ces dernières, d'une part, et par des professions de plus en plus expertes, manipulant donc un langage particulier et savant à leur propos. Et en réalité, c'est presque l'ensemble des phénomènes jugés nuisibles liés à la présence automobile qui font l'objet d'études, de mesures et de production d'un savoir savant à leur endroit, et qui, du même coup, sortent un peu
sortent même complètement des compétences, entre guillemets, des citadins et des citadines. Et cela, encore une fois, c'est vrai autant en France qu'au Canada. Les deux exemples que j'ai envie de vous montrer, le premier, c'est cet exemple, je reprends, c'est cette question du bruit qui, pour le coup, connaît une scientifisation plus dans le courant des années 30, en particulier d'abord en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, dans lequel, en fait, si vous voulez, on observe que, donc ça, je le vois, l'essentiel des sources que vous avez donc en haut de l'écran sont des sources qui viennent du service de santé de la ville de Montréal, de Toronto Board of Health, dans lequel j'ai retrouvé en fait des dossiers s'informant sur des expériences menées à New York, mais aussi à Berlin en 1935, concernant ces bruits, où l'on essaie pour la première fois d'établir une échelle scientifique, finalement, une échelle objective de la nuisance sonore. C'est d'ailleurs, dans une certaine mesure, à cause de cela, dans le cadre de ces études-là, que l'on invente, plutôt que l'on finalise, l'unité décibel, qui sert aujourd'hui à précisément qualifier l'intensité d'un son. Bon, dans une certaine mesure, on pourrait presque dire que c'est à cause du son des automobiles que l'on se met à inventer le décibel et le sonomètre. Bon, on y reviendra s'il le faut. Vous le voyez d'ailleurs avec l'image qui est tout à fait en haut à gauche de cet écran. Ce qui inquiète en particulier les responsables administratifs, c'est que ce sont les effets sur la santé. Vous voyez qu'en haut, ces graphiques montrent les effets sur la tension musculaire du son et sur la pression sanguine. Ces appréhensions scientifiques ne restent pas lettres mortes, puisqu'elles entraînent partout en fait en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. J'ai observé des arrêtés municipaux pris pour limiter le bruit, et en particulier le bruit automobile. Le bruit automobile qui est presque un tiers des causes dénoncées dans ces arrêtés. Bon, le bruit, c'est un petit peu, comme je vous l'ai dit, je voulais vous en reparler parce que c'est un peu un cas d'école, il me semble, même s'il a cette particularité d'être à la fois aussi une exception, puisque c'est plus dans les années 30. À partir des années 50, ce sont vraiment toutes les autres nuisances automobiles qui sont prises par le biais de la science, et là en particulier l'air. Dans les années 50 se développent notamment des réseaux de relevés, en fait, des antennes de relevés de la qualité de l'air dans les grandes villes occidentales, et notamment une association qui s'appelle la PPA, qui s'installe en particulier à Marseille puis à Toulouse dans ces années. Mais le Canada n'est pas en reste, puisque dans les mêmes périodes, les villes de Toronto et de Montréal développent des réseaux municipaux, là pour le coup, qui sont un peu moins indépendants des municipalités, mais qui vont faire le même travail. Donc on commence à cibler aussi les émissions de particules et de gaz propres aux échappements automobiles. On faisait déjà ça avant pour l'industrie. Mais là, on s'intéresse un peu plus à l'automobile et on affine la connaissance progressivement en ajoutant des composés desquels on ne se souciait pas jusqu'à présent. Donc, on crée un savoir très fin, très précis. Pourtant, en dépit de ce que je vous ai mis sous les yeux, qui donc est un rapport du service de santé de la ville de Montréal sur la pollution par le monoxyde de carbone en 1969, qui désigne explicitement les automobiles comme étant les sources presque principales du monoxyde de carbone. En dépit donc de ce rapport-là, finalement, l'automobile ne devient qu'une cause de pollution parmi les autres dans cette période. Elle est enfin observée, entre guillemets, mais elle n'est qu'une des causes de la pollution de l'air, en tout cas. Par ailleurs, toutes ces connaissances entraînent finalement une certaine inaction. En tout cas, on peut se le demander. La multiplication fait des relevés et de leur qualité, tout en faisant exister beaucoup plus précisément des nuisances qui, jusqu'à présent, pouvaient encore être renvoyées au domaine du sensible ou du jugement individuel, finalement, des individus, relève désormais de la rationalité scientifique. Et la requalification de certaines nuisances, pourtant, ne semble pas avoir eu un effet remarquable sur leur traitement, en particulier de la part des administrations. Ce qui mobilise le plus les administrations municipales à cette période-là, c'est une nuisance en particulier qui est la congestion. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai observé à la fois à Toronto, Montréal, qu'à Marseille et à Toulouse. Alors, cet intérêt pour la nuisance qui est la congestion vient de l'ingénierie de la circulation, qui apparaît d'abord aux États-Unis. Elle est fondée donc dans des universités, mais aussi donc dans des départements de travaux publics par quelques hommes
qui dessine en fait l'essentiel des nouveaux grands plans de circulation des grandes agglomérations américaines. Et ces plans, d'ailleurs, ce sont des produits destinés à être vendus à soit des associations puissantes de commerçants, des chambres de commerce et d'industrie, ou à des villes, en faisant une promesse particulière, celle d'empêcher la congestion et les inefficacités de la circulation, présentées, à tort ou à raison d'ailleurs, comme nuisibles pour l'économie. Donc là, vous voyez que d'ores et déjà, on peut apercevoir une partie de cette compétition qu'il y a pu y avoir, et ces rapports de force qu'il y a pu y avoir entre différents groupes au sein des villes pour désigner quelle était la nuisance à traiter de façon première. Finalement, la pollution de l'air et le bruit, on les étudie, mais ce qui est le plus important, c'est quand même la congestion, qui est une nuisance essentiellement pour l'économie. Ces compétitions-là, en fait, elles ont lieu dès les années 20 et jusqu'à nos jours finalement, même si moi je m'arrête aux années 80. Donc, le modèle que développent ces ingénieurs de la circulation vient s'imposer juste avant la Seconde Guerre mondiale en Amérique du Nord et finalement gagne l'Europe, même s'il y a déjà quelques turiféraires en Europe, bien entendu, juste après, donc à partir des années 50 en particulier. Donc c'est avec lui que d'ailleurs se développe le fameux système des 3 signaux automatisés, même si c'est bien plus ancien, le premier feu de circulation étant inventé en 1914 à Cincinnati, il me semble, c'est Cincinnati, en tout cas dans une ville du Midwest américain. Et vous remarquerez sur l'image de droite qui est extraite de la commission d'urbanisme de Montréal, que l'on voit là en bas, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais que l'on voit en bas à droite de l'image, un petit feu de circulation, et on est en 1937. Par ailleurs, vous voyez comme moi que l'on cherche à éviter au maximum le croisement des automobiles, donc on place des trémies sous les carrefours, et l'idée est bel et bien d'éviter la congestion, principalement le danger aussi. C'est la même chose qui est à l'œuvre un peu plus tard en 1948, donc, où l'on cherche à reconstruire donc, le boulevard Dorchester. L'image que vous avez sous les yeux, c'est une projection d'architecte. Elle n'a pas eu lieu de cette façon-là, mais on sépare les flux en faisant deux fois deux voies rapides, en les séparant par un terre-plein. Bon, je vous ai enlevé plusieurs autres images où on voit d'autres options avec tramway au milieu ou tramway sur les extérieurs, etc. Bien. Mais cette expertise prend une dimension, même si elle apparaît toute fin des années 30, elle prend une dimension nouvelle en fait dans les années 50 et en particulier dans le discours alarmiste qu'elle produit contre la congestion. Et autant, sinon plus, au nom de cette crainte en fait, au nom de la vitesse, les aménagements en voie rapide sortent de terre et se multiplient dans les villes occidentales. Donc, de fait, les discours des aménageurs ou des responsables locaux auxquels j'ai eu accès, pour eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il est impératif de lutter et d'anticiper la congestion inévitable qui plongerait l'économie dans le chaos ou plutôt dans l'immobilisme. D'ailleurs, c'est très intéressant, cette question d'anticipation, c'est finalement la seule chose que les pouvoirs publics ont échoué à faire concernant la circulation automobile et les nuisances qu'elle entraîne depuis les années 1920. Pour vous donner un exemple, je vais passer un peu sur ces sources-là. Là, je vous avais sorti donc un bout d'article d'une revue d'architecture dans lequel M. Lacroix, qui est un responsable du service de l'urbanisme de la ville de Marseille, écrit en 1962, et dans lequel finalement, tout en étant quelqu'un qui va dessiner des aménagements automobiles, il stipule, il énonce très clairement que l'automobile est en train d'étouffer la ville et que ça n'est plus possible de faire comme ça. Ça lui sert aussi d'argumentaire pour développer le fait qu'il faut des voies rapides. Mais loin d'être simplement des progressistes, entre guillemets, avec la bride sur le cou, bien au contraire, ce sont des gens qui sont très inquiets, ils ne sont pas forcément anti-progressistes, mais ils sont très inquiets de ce développement. C'est plus l'inquiétude de la congestion, pour moi, qui a mené au développement des voies rapides que une volonté de promotion de la circulation automobile, en fait, et de promotion heureuse. Par ailleurs, donc là, vous avez un extrait rapide d'un article donc pareil, de l'adjoint à la circulation de la ville de Lyon, M. Mercier, en 1963, dans le journal de Guillotière, où finalement, effectivement, il manifeste le même genre d'inquiétude. Bon, on y reviendra encore une fois si on a plus de temps. Excusez-moi, je vais un peu vite. Bon, mais en somme, et quelque part, il me semble que l'on peut dire que l'œuvre de ceux qu'on a nommés des bétonneurs, donc les maires en particulier, Jean Drapeau à Montréal, Gaston Defferre à Marseille, Louis Bazerque à Toulouse, mais bon, aussi Louis Pradel à Lyon,
ou encore Georges Pompidou de façon plus générale, ces gens qu'on a nommés des bétonneurs, finalement, ont lancé ces grands aménagements jusqu'aux années 50-70, aussi et surtout, je crois, en réaction à une nuisance automobile, pour ce qui est des centres-villes en tout cas, qui a été la congestion, et un discours qui a été produit à propos de celle-ci par les responsables locaux. Donc, cette période, finalement, donc c'est la reconstruction des 30 Glorieuses, c'est celle où l'on commence en fait à appliquer la catégorie de pollution de nuisance automobile, où l'on cherche à traiter ces pollutions via des connaissances et des pratiques expertes et scientifiques, mais où l'on voit que l'on se concentre finalement sur l'effort le plus fourni n'est pas dirigé vers la pollution de l'air ou la pollution sonore, mais plutôt vers ce qui inquiète en termes de développement économique. Bon. Les années 70 et 1980 sont finalement, je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec ces choses-là, mais sont finalement la période, enfin, sont finalement, pardon, une période où la donne change considérablement. Alors, bon, très rapidement, encore une fois, je postule la fin d'un engouement, mais c'est évidemment bien plus complexe que ça. Pour l'automobile, les parcs automobiles sont toujours aussi forts dans les villes et ils continuent à augmenter. Cependant, évidemment, il y a des éléments qui font cette décennie une période de rupture en histoire environnementale. Hein. Donc, je vous passe rapidement sur les chocs pétroliers, sur l'apparition d'un ministère de l'Environnement en France en 1971 et des organismes parents au Canada, sur le développement des mouvements environnementalistes qui remettent en question plusieurs éléments de la société de consommation de masse, auxquels d'ailleurs l'automobile n'échappe pas, et l'apparition par leur biais du monde politique de l'environnement comme un espace à défendre qui permet d'unifier, en tout cas, la réflexion autour des nuisances automobiles et de renforcer le discours critique à son encontre. Bon. Il reste que l'arrêté de cette période est assez usual. Les mouvements environnementalistes ne rendent pas l'automobile obsolète. Et si un discours critique politique se formalise, ses effets sont quand même limités. En fait, quelque part, il n'y a pas grand-chose de nouveau, tout en étant quelque chose de très nouveau, concernant le rapport de l'opinion publique à l'automobile, qui est tout aussi partagé qu'aux périodes précédentes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les questions, mais l'adhésion totale à l'automobile comme le rejet total de l'automobile n'ont jamais eu lieu à aucun moment. En revanche, ils se sont beaucoup faits en lien avec les nuisances qu'ont provoqué cette circulation dans les espaces de centre-ville. Mais tout de même, on observe aussi dans cette période des effets, ce que j'appelle moi des effets locaux de l'emploi de la catégorie de pollution. Encore une fois, moi je ne travaille pas sur les espaces nationaux, je travaille vraiment sur des espaces de centre-ville. Bon. Dans cette période, en fait, la pollution automobile devient un argument au sein des mouvements anti-aménagement autoroutier urbain, en fait. C'est des mouvements qu'on a pu appeler en historiographie anglo-saxonne les freeway revolts, donc les révoltes contre les voies rapides. On en trouve de ces mouvements, on en trouve à Montréal, on en trouve à Toronto, mais aussi à Toulouse. Et ce dernier est particulièrement marquant à Toulouse parce qu'il est un succès de façon assez surprenante sur le territoire français. Enfin, de façon un peu à part sur le territoire français, c'est un succès. C'est un mouvement mené par le comité de défense des berges de la Garonne, parce que pour celles et ceux qui connaissent un peu Toulouse, était en projet l'idée de transformer, comme à Lyon finalement, et comme dans beaucoup de grandes villes de France, les berges de la Garonne, donc le fleuve qui traverse Toulouse, en voie rapide. Et donc, et non plus en quai, telles qu'elles sont restées pour le moment. Autour de cet enjeu va se créer une association qui va avoir une existence de 1974 à 1980, excusez-moi, presque jusqu'aux années 2000, bien après sa victoire, et qui va mobiliser un nombre considérable d'habitants autour notamment des enjeux de la pollution causée par l'automobile, mais aussi évidemment de la laideur, du bruit et du fait que l'on prive les habitants d'un espace au centre de la ville. Néanmoins, on ne parle plus du tout de nuisance, et c'est vraiment la scientificité qui est mise en avant dans ces mouvements. Par ailleurs, cette façon qu'ont les mouvements environnementalistes de saisir de la scientificité pour appuyer leurs arguments, on la retrouve à Montréal, et Valérie Poirier l'a très bien montré dans le cas de plusieurs mouvements, notamment de lutte contre une voie rapide qui traverse l'essentiel de la ville.
les habitants se saisissent aussi des avancées des scientifiques, du discours donc scientifique et expert, pour appuyer leur cause. Par ailleurs, cette période, c'est aussi celle de la fin de l'aménagement automobile dans le centre-ville. En tout cas, on pourrait se le demander, mais de l'aménagement de l'automobile en voie rapide et en omniprésente, en hégémonie finalement sur les espaces urbains. Dans la même période, en fait, les aménagements qui facilitaient cette présence donc, de l'automobile dans les villes ne sont d'une part plus mis en avant, comme dans les périodes précédentes, comme étant la priorité des administrations. C'est-à-dire qu'on n'a plus une mairie de Marseille qui va communiquer sur le fait qu'elle perce un tunnel sous le Vieux-Port. Mais à l'inverse, c'est plutôt l'inverse qui commence à être mis en avant. Donc là, je vous ai mis quelques documents de travail d'un service de la ville de Marseille qui s'appelle donc le service du confort urbain, qui existait entre 1976 et 1982, et qui a eu une activité considérable et a laissé d'ailleurs des archives très fournies à Marseille, et dont le projet, tout simplement, c'était de piétoniser, de permettre la piétonisation de la ville, mais aussi un meilleur partage en fait des espaces et de lutter à la fois contre la pollution, certes, mais surtout contre le danger et contre la laideur. D'ailleurs, vous le voyez tout à fait en bas à droite, il s'agit d'une seule place, hein, mais l'on parle ou plutôt l'on met en avant, ce sont des documents internes à l'administration, hein, pas de communication, l'envie d'une suppression de la circulation automobile sur une place donnée, en considérant que finalement, ça n'apporte pas grand-chose à la circulation générale que de circuler à cet endroit-là, et que par ailleurs, finalement, donc ça c'est moi qui extrapole, je ne peux pas vous donner l'intégralité de la source ici, mais faites-moi confiance, qu'il s'agit de rendre l'espace urbain aux habitantes et aux habitants. Lesquels habitants et habitantes ont, depuis d'ailleurs les années 50, activement demandé ces changements aux mairies. La donne change dans les années 60 et 60, plutôt dans les années 60 et 70, effectivement, parce que se structurent effectivement des mouvements environnementalistes qui vont permettre de réunir ces plaintes d'habitants. Mais les communications de comités d'intérêt de quartier, de particuliers, de parents d'élèves, pour avoir des aménagements ponctuels, par exemple comme des passages piétons ou des feux contrôlés à la main, sont importantes dès les débuts des années 50. Bon, encore une fois, ce qui change la donne, c'est l'usage de ces mouvements environnementalistes pour faire valoir ces points de vue, lesquels emploient la catégorie de pollution. Bien. Par ailleurs, ce qui finit de qualifier très rapidement, il me semble, cette période, c'est la fin, en tout cas la perte progressive de pertinence de l'échelon local dans la décision vis-à-vis des nuisances automobiles. À partir des années 80, effectivement, les effets négatifs engendrés par la présence automobile dans les villes sont effectivement essentiellement entendus comme des pollutions, pour la plupart. Pour le danger, c'est un peu particulier. Pour la congestion, on n'emploie pas le mot pollution, mais c'est une appréhension experte, chiffrée et très finalement scientifisée, si j'ose dire, qui est à l'œuvre dans les cabinets en fait administratifs et d'aménagement. Et en témoigne d'ailleurs pour moi donc l'imposition à partir de cette période-là de cette expression qui est un peu réductrice, maintenant j'espère avoir pu vous le faire sentir, mais très parlante, de pollution automobile. Bon. Cependant, en parallèle de ce développement et de cette scientifisation des enjeux de nuisance automobile, se fait une globalisation de la question et qui fait qu'elle échappe de plus en plus aux échelons locaux, qui sont moins pertinents pour le traitement, mais aussi pour la dénonciation, semble-t-il. La plupart des mouvements de lutte locaux que j'ai pu vous citer, enfin, je ne vous ai pas donné les noms, mais on pourra y revenir, Pollution Probe à Toronto ou la Vélorussion à Montréal, s'essoufflent en fait dans les années 80. Le comité de défense des berges de la Garonne, lui, disparaît un peu plus tard, mais de fait, il s'essouffle aussi à partir des années 80. Il survit parce qu'il organise une fête. Finalement, ça devient plus une association d'organisation d'événements festifs, après avoir réussi en fait dans sa lutte. Et de la même manière, les discussions sur la pollution automobile et la façon de la gérer dans les administrations et de façon politique semblent un peu s'écarter du local pour gagner le national, voire l'international. Un retour, effectivement, se fait toutefois depuis quelques années en France, notamment, où l'on s'appuie sur la pollution. Je pense en particulier à ce qui se passe à la mairie de Paris actuellement. On s'appuie sur la pollution pour proposer le bannissement de certains véhicules, mais pas strictement Paris d'ailleurs, pardon, le bannissement de certains véhicules au sein des agglomérations. Bon.
Cela dit, moi, cette période n'est pas ma spécialité, donc je ne vais pas développer plus maintenant. En guise de conclusion, bon, j'ai dû aller très vite, trop vite certainement, pour exposer certains points, mais je dirais donc que pollution automobile, c'est donc une expression qui dit autant d'une évolution de la façon dont ont été appréhendés des phénomènes matériels, et donc de détérioration des environnements, pardon, que de la façon dont ils se sont vus mis en avant dans l'opinion publique. Je n'ai fait que l'évoquer ici, cependant, donc, ces définitions, scientifiques ou non, ces choix de traitement et l'ensemble des discours qui ont été produits à leur propos sont le produit permanent de rapports de force entre des groupes aux intérêts divergents, voire opposés. Et, à cet égard, je reprends beaucoup des recherches produites par Peter Norton aux États-Unis à propos de l'entre-deux-guerres. Les nuisances automobiles, elles ont donc eu une existence matérielle qui a dépassé les seules sensibilités et les seuls discours à leur encontre. Mais il est difficilement possible, effectivement, de comprendre leur histoire sans étudier les discours, les savoirs qui ont été conçus à leur propos. Et une histoire environnementale des nuisances automobiles tient donc de ces deux réalités, le matériel et le politique, ou l'idéal, pour paraphraser rapidement Baudelaire. Et donc comprendre ce que pollution automobile veut dire ou a voulu dire, c'est donc une entreprise d'histoire politique et des sensibilités, bien entendu, mais tout autant matérielle. Et donc j'insiste une dernière fois sur cette question-là de la matérialité en histoire environnementale, qui est capitale pour comprendre les choix faits dans le traitement des pollutions et des nuisances. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Sauf si je vais peut-être vous rappeler rapidement une dernière chose, effectivement, à retenir sur le fil de l'histoire de la pollution automobile, c'est qu'effectivement, d'abord, dans les années 30, on s'intéresse aux fumées noires des automobiles. Donc, vous voyez, c'est un terme très empirique. Bon, est-ce qu'une automobile donnée produit de la fumée noire, produit de la suie, produit finalement donc, les mêmes choses que l'on pouvait reprocher à des cheminées d'usine, à passer les années 50 à la pollution atmosphérique, c'est-à-dire quels sont les composés que rejettent ces automobiles précisément en termes chimiques dans l'atmosphère, quels sont les effets de ces composés sur la santé des humains d'abord, puis bien plus tard des végétaux, on se pose la question, et des façades aussi, donc détérioration de façades. Et enfin, encore une fois c'est un peu caricatural, mais passé les années 70, comment ce terme pollution automobile en vient finalement à être un arbre cachant une forêt quelque part, il sert à disqualifier la présence automobile en ne pointant qu'un seul des aspects qu'elle dérange, qu'un seul des aspects qu'un seul des phénomènes qu'elle provoque de façon négative sur les environnements. Donc ça devient un terme politique. Bien, c'est avec ça que pour le coup je me tais. Ok, merci beaucoup Tristan de cette présentation et d'avoir tenu le format un peu court avec un bon rythme. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Diane pour lancer le débat. On a devant nous un bon quart d'heure pour pouvoir échanger avec vous. Diane? Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, tu as brossé à très grands traits une recherche très ample. Moi, je suis très intéressée par ce que tu disais en conclusion, effectivement, sur le fait d'articuler à la fois de l'histoire des sensibilités et l'histoire matérielle, voilà, pour ne pas réduire les choses uniquement à de l'histoire du fantasme et de l'émotivité citoyenne. Mais voilà, c'est par ça que tu commençais. Il y a des réalités, il y a des transformations urbaines qui sont bel et bien réelles. Et donc, c'est vachement intéressant d'articuler ces deux dimensions. Moi, peut-être avant de... Alors, j'invite ceux qui souhaitent à se manifester, mais pour le moment, je vois personne. Alors, peut-être j'avais une question pour débuter un peu élémentaire sur les sources que tu mobilises. Donc, manifestement, pas mal d'archives municipales. On voit bien que c'est par cet angle-là que tu rentres. Comment est-ce qu'on essaye de mesurer la position des populations? Tu as montré des enquêtes. Est-ce qu'il y a des pétitions? Est-ce qu'il y a une volonté des municipalités de s'enquérir de ce que veulent les habitants, ou est-ce que les municipalités sont en réaction aux sollicitations qu'elles reçoivent? Alors, d'une part, concernant les sources, pour finalement s'enquérir un peu des positions des habitants, finalement, moi, j'ai fait feu de tout bois. C'est-à-dire que il y a certaines municipalités qui ont conservé des échanges de courriers, par exemple, dans certaines périodes, typiquement à Marseille.
il y a entre 1950 et 1980 un dossier de plainte envoyé au service de la voirie et au service de la circulation qui a été conservé. Bon, il a été détruit à Montréal, à Toulouse. À Toronto, je crois qu'il n'a jamais existé sous cette forme-là, parce que les administrations ne sont pas exactement les mêmes, donc la remontée des plaintes se passe différemment. Par ailleurs, moi je cherchais quand même à avoir des témoignages, entre guillemets, des sources qui viennent directement des habitants. Et donc, il y a eu soit ces courriers directs, soit quelquefois, effectivement, donc, comme dans le cas de New York, je pense aussi à une étude à Marseille, des questions posées directement aux habitants, donc des enquêtes. Il y en a eu quelques-unes, peu, mais il y en a eu. Et enfin, il y a eu aussi tout simplement des associations, soit d'intérêt de quartier, soit d'intérêt plus ponctuel, plus précis. Par exemple, donc, des associations pour le vélo, ou pour tel club sportif, pour des associations de parents d'élèves aussi, qui se sont manifestées à propos de certains enjeux. Donc ça, finalement, ce sont les sources primaires que j'ai sur les habitants, qui viennent directement des habitants. La source avec laquelle j'ai complété beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à recoller certains espaces, parce que ça c'est très morcelé finalement, ce sont les archives journalistiques en fait. J'ai beaucoup fouillé les 4 journaux locaux en fait, donc un par ville, le Devoir à Montréal, le Toronto Globe and Mail, enfin le Globe à cette époque-là, pour Toronto, la Dépêche pour Toulouse et le Petit Provençal pour Marseille. Et donc là, effectivement, entre des billets des éditoriaux, mais aussi des plaintes d'habitants qui ressortaient et ou des sujets qui, effectivement, revenaient régulièrement dans la presse, ben, j'ai un peu, je crois, pu me donner une idée des réactions des habitants. Et par ailleurs, ce que je n'ai pas rajouté sur les réactions des habitants, pardon, j'en profite, c'est que moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que, encore une fois, enfin, je le répète, il n'y a pas eu d'opposition frontale, de rejet absolu de l'automobile par des individus à quelque période que ce soit, de façon pleine et entière, hormis des positions d'intellectuels ou des isolés, des personnes très isolées. La plupart des gens qui se plaignent, dont moi je vois des plaintes, ce sont des automobilistes, eux-mêmes aussi, dans leur pratique. Donc, tous ces enjeux d'opinion publique, encore une fois, de sensibilité, sont très complexes. En tout cas, moi, je les trouve très complexes. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais... Ah oui, je te remercie. Ouais, Merci ok. beaucoup. On aura peut-être d'autres questions à poser sur s'il y a d'éventuels modèles ou des spécificités, mais je vais donner la parole à Reynard Gressel qui avait une question à te poser. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour cet exposé. Moi, ça me paraît effectivement extrêmement intéressant. Hormis l'objet de ma question éventuellement, c'est que qui, au-delà des habitants ou des ingénieurs, etc., sont les protagonistes de ces différentes inventions et descriptions de ces nuisances. Autrement dit, enfin, les décrire autrement que uniquement sous la forme d'habitants ou d'automobilistes, mais les situer socialement. Tout le monde va reconnaître immédiatement que je suis sociologue, et donc ça me paraît très important parce que le récit que tu produis là, c'est un récit qui apparaît comme en quelque sorte désincarné en dehors d'être des habitants ou des services municipaux, mais il y a probablement des luttes autour de ça et des luttes qui sont intéressées dans le sens sociologique du terme. Voilà. Oui, et d'ailleurs, bien entendu, c'est tout à fait vrai. Et dès que j'ai pu le faire, en fait, c'est vrai que ça ne paraît pas du tout dans ce que j'ai présenté. Dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et typiquement, autour du mouvement de défense des berges de la Garonne, pour reprendre un exemple, j'ai pu observer de façon très intéressante, en fait, une alliance entre des avis, entre des associations, pardon, de la vieille bourgeoisie toulousaine, très, comment dire, beaucoup plus concernés par des enjeux patrimoniaux et enfin, d'une part, et d'autre part, une jeune finalement population toulousaine, en tout cas relativement jeune, qui, elle, est plus sensible aux nouveaux mouvements sociaux finalement. Par ailleurs aussi pour les individus, quand j'ai pu, alors ce qui était très difficile en fait, c'était de parvenir à trouver des informations sur les individus. Par exemple, là je pense aux administrateurs.
Typiquement, Monsieur Lacroix, oui, je l'appelle Monsieur Lacroix parce que je n'ai même pas pu retrouver son prénom. C'est finalement, j'ai cherché, j'ai contacté des gens encore en vie euh, qui m'ont dit, ah oui, Gérard, je crois, je ne sais plus, bref. Et par ailleurs, c'est, hormis pouvoir dire que c'est un homme qui est passé par les ponts et chaussées, que la plupart des administrateurs passent par les ponts et chaussées, il y a quelques informations par les ponts et chaussées, justement, je me suis souvent trouvé un peu court, en fait. Mais effectivement, les intérêts des uns et des autres, des individus, en fait, sont très importants et des groupes dans lesquels ils s'inscrivent. Euh, je pourrais développer, mais je développerai probablement pas bien tout de suite là maintenant. Mais j'espère que je réponds à votre question et qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Et est-ce que ça peut pas être rattaché, faute de pouvoir identifier individuellement les gens, hein, quand on a des groupements, c'est difficile, mais est-ce que du coup, une sociologie des quartiers concernés par les aménagements, etc., est quelque chose qui est possible ou là encore, on est tellement haut qu'on ne peut pas bien observer les choses? Alors, oui et non, c'est toujours pareil. Des En fait, outils ce qui est- pour identifier la couleur sociale des quartiers ou... alors si, si, ça pour le coup, ça existe très bien. Ce qui est beaucoup plus difficile, en fait, c'est d'arriver à estimer d'où viennent les gens qui se plaignent. Euh, En fait, quand j'ai des lettres de plainte, pardon, là pour le coup, oui, c'est très clair. J'ai en général l'adresse des gens qui se plaignent. Et donc là, j'ai pu établir, notamment pour Lyon et pour Marseille, que c'est très partagé finalement. En tout cas, c'est très partagé d'un point de vue géographique. C'est-à-dire qu'il y a autant des gens de quartiers plutôt populaires comme Belzins ou Noailles qui envoient des lettres que des gens de quartiers beaucoup moins populaires comme Vauban ou comme les alentours de Notre-Dame de la Garde. Là, pour le coup, les plaintes contre les automobiles, finalement, j'ai du mal à voir à la fois un différentiel social, un différentiel genré, pas de la même manière. Ce que je constate, en fait, c'est que on s'inquiète beaucoup en tout cas, c'est ce qu'on met en avant dans le discours, des effets de la circulation, en particulier dans le cas du danger, sur les personnes faibles, entre guillemets. Je reprends les termes des gens de l'époque, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les personnes âgées. Ça, c'est à l'échelle des habitants. Et dans les administrations, on s'inquiète du sort des quartiers populaires, justement. Ou en tout cas, on s'inquiète de l'accès à l'automobile des quartiers populaires. En revanche, pour ce qui est des causes de plainte, hormis effectivement ce que je peux prendre en top-down, mes administrateurs, mes gestionnaires municipaux, qui là, pour le coup, sont à peu près tout le temps du même genre de milieu, hein, grosso modo, à très peu de choses près, c'est un peu difficile. C'est moins vrai, par exemple, à Toronto, où par exemple, ça c'est très intéressant. Évidemment, je suis navré, j'ai pas la référence sous les yeux, donc je ne me rappelle plus. Mais une chercheuse canadienne a récemment démontré l'inverse, en fait, d'une freeway revolt à Toronto, où l'on se bat pour avoir une voie rapide, et ça concerne un quartier beaucoup plus populaire, en fait, que autour d'une autre voie, donc la Spadina Expressway, qui aurait dû être une voie rapide qui aurait dû traverser la ville, où là, pour le coup, on a pu établir que les gens qui se sont plaints et qui ont repoussé ce projet étaient des gens, effectivement, des classes moyennes à la classe moyenne supérieure, plutôt éduqués, passés par l'université en tout cas, et plutôt blancs aussi. Donc, c'est comment dire, parfois un peu kaléidoscopique. J'arrive pas à le déterminer partout. Je me réserve, je fais attention avant de faire des généralités parce que je crois que je manque un peu de matériel pour être juste, intégralement juste sur ces jugements-là. Merci. Loïc? Oui, là, c'était en fait pour prolonger la question de Reinhardt, parce que la question de Reinhardt, en fait, elle a aussi un sens historiographique, c'est-à-dire que quand ces mouvements socio-urbains sont apparus aux États-Unis comme en Europe dans les années 60, il y a eu une sociologie qui s'y est intéressée spécifiquement, ce qu'on appelle la sociologie des nouveaux mouvements socio-urbains ou voilà, des révoltes urbaines, Dominique Mel par exemple en France. Et effectivement, ils ont essayé de catégoriser ça en mettant l'accent sur les classes moyennes, en disant qu'en fait, voilà, c'était des mobilisations qui permettaient de fédérer les classes moyennes. Ce qui est intéressant aussi dans les échanges qu'on a avec l'équipe canadienne autour du travail de Tristan, c'est qu'on a des collègues de Michel Dagenet à Montréal qui mettent l'accent sur le genre, c'est-à-dire quelle est la place des femmes dans ces mobilisations, et aussi sur les minorités. Ce qui est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pensé à mettre en avant spontanément
sur Marseille, sur Toulouse, sur d'autres villes françaises. Et donc là, c'est vrai que c'est des questions qui sont ouvertes avec le problème, hein, comme Diane le soulignait, que l'accès en fait à la sociologie, on peut le faire en historien qu'à partir des archives et des bribes d'archives. Alors, l'une des pistes possibles, ce serait de travailler sur les travaux de sociologie qui ont été réalisés à cette époque-là, donc côté français et côté canadien, pour voir en fait la manière dont les sociologues l'ont appréhendé, s'ils ont pu, par le biais des techniques de la sociologie, c'est-à-dire l'enquête orale, pouvoir en fait mettre l'accent justement sur telle ou telle catégorie de population. Voilà, donc c'est juste un complément, mais c'est vrai que c'est une question qui est très très importante. Et qui d'ailleurs, enfin, c'est parfois un peu frustrant, mais comme vous l'avez dit, effectivement, des fois, il y a des études de sociologie sur lesquelles j'ai pu m'appuyer, en particulier à Montréal. Mais effectivement, c'est toujours un peu parcellaire, en fait. Enfin, je vais pouvoir plonger précisément sur certains acteurs, mais pas sur tous. Surtout que pour revenir sur ce que tu disais c'est difficile de savoir qui se plaint parce que les individus peuvent intervenir à différentes positions et avec différents statuts, c'est-à-dire de résidents, d'automobilistes, parce que par principe, l'automobile se déplace. Et que voilà, il y a une autre question, j'imagine, qui t'intéresse, c'est à savoir est-ce que les usagers résident dans les endroits dans lesquels ils provoquent les pollutions, etc. J'imagine que ça aussi, ça fait partie du débat. Et des conflits interurbains qui peuvent être puissants. Je veux dire, certains quartiers peuvent estimer qu'ils sont victimes d'usages dont ils ne bénéficient pas, mais dont ils ne recueillent que les nuisances. Donc, ça, j'imagine, c'est difficile aussi de savoir Et ça, c'est les trajets. bah, en fait, par exemple, je l'ai pour certains quartiers en particulier, ça c'est très intéressant, merci beaucoup. En fait, c'est typiquement à Marseille, en fait, en périphérie de Marseille, il y a des quartiers qui sont, bon, sortent un petit peu de mon domaine, mais j'en parle quand même, où effectivement les habitants se plaignent beaucoup de la circulation qui les traverse en fait pour aller vers le centre de Marseille et qui provoque beaucoup de nuisances, notamment de poussière, de dangers pour les enfants, et qui est une circulation finalement de laquelle eux ils ne profitent pas en fait, puisqu'ils se déplacent essentiellement en tramway. On est tout au bout des lignes de tramway de Marseille dans les années 30 à 40 en fait. Et effectivement, bon, là, on peut s'en plaindre. Mais typiquement, j'avais essayé de voir un lien, en fait, notamment en me ciblant sur certains aménagements, en particulier un boulevard suspendu dans un quartier de Marseille qui s'appelle Plombières, qui sort en fait de terre, donc justement entre les années 50 et les années 60. Et donc, je me suis en particulier j'ai essayé de me concentrer, Plombières étant un quartier très populaire, en fait, de me concentrer sur qui se plaint de quoi, quand, où, comment. Et bon, de façon un peu surprenante, ou en tout cas enfin, peut-être un peu décevante, mais je n'ai pas remarqué de différence fondamentale en fait, entre Plombières et Noailles, par exemple, ou d'autres quartiers plus aisés. Finalement, ce qui peut aussi être une explication, les gens se plaignent peut-être moins parce que précisément, ils n'ont pas, je dirais, utiliser les mauvais termes, hein, mais la culture politique, ou en tout cas ils n'ont pas l'équipement politique ou social suffisant ou nécessaire pour s'autoriser à se plaindre ou trouver une façon de se plaindre. Mais je peux juste m'arrêter à des hypothèses, malheureusement. J'ai clairement pas assez pour en dire plus. Oui, peut-être un des moyens pour débrouiller un petit peu ça, c'est de voir, enfin d'essayer de reconstituer un petit peu les phénomènes de ce que j'appellerais comme ça rapidement de boule de neige, c'est-à-dire que très probablement, il y a des plaintes sur des tas de choses qui sont très localisées, très enfin individualisées et qui, au bout d'un moment, commencent à prendre corps parce qu'il y en a plusieurs qui s'agglomèrent et du coup, on invente, comme vous le dites tout à l'heure, une nuisance, une pollution qu'on mesure, etc., quoi. Et très probablement, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre l'ensemble des enjeux que mettent en œuvre là différentes catégories de protagonistes de ces prises de mayonnaise, on pourrait presque dire. Oui, et là d'ailleurs, en ça, il y a effectivement des recoupages, hein, qui me permettent de définir des groupes. En particulier, là, ça me fait immédiatement penser à mes parents d'élèves.
qui, eux, pour le coup, sont concentrés sur à la fois une mise en scène semblable et sur une résolution qui est semblable aussi. Et qui, pour le coup, même s'ils sont éclatés dans l'ensemble des villes, en particulier françaises, là, pour le coup, j'ai beaucoup moins observé ça, en fait, au Canada, ce qui est assez intéressant. Mais bon, ben, effectivement, là, il y a un lien assez immédiat. Ce qui est gênant, c'est qu'encore une fois, autant au Canada, j'aurais pu déterminer en fonction de l'école, puisque le système est beaucoup plus privé, euh, de quel niveau social sont les parents, finalement, qui se plaignent, en tout cas le postuler. Bon, à Marseille, hormis le fait que ce soit dans un quartier populaire ou que ce soit dans un quartier plus privilégié, c'est difficile. Et là, dans les faits, les quartiers populaires comme les quartiers privilégiés écrivent des pétitions. Les commerçants écrivent des pétitions aussi, dans ce sens-là, pour demander des passages piétons, pour demander la limitation du stationnement. D'ailleurs, pour finir par demander, c'est assez contre-intuitif, mais en fait non, mais des piétonisations aussi, en particulier à Marseille. Donc, encore une fois, là, je peux retailler, mais je me sens. Les sources que j'ai font que je reste encore un peu frileux sur des généralités plus globales, en fait. Mais bon, en écrivant, peut-être que effectivement, l'évidence se fera beaucoup plus claire pour moi. Ok, bon, on arrive, je pense, au bout hein, du format qu'on s'était donné. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup, Tristan, d'avoir préparé cette intervention qui était très claire et très stimulante. Donc, on a effectivement envie de lire la thèse, donc il faut y aller, il faut avancer et rédiger. C'est tout à fait prometteur. Merci à toi, Diane, d'avoir assuré la présentation, la modération, et merci à toutes et à tous de votre présence. Donc, la prochaine réunion, le prochain déjeuner jeunes chercheurs, jeunes chercheuses aura lieu le lundi 17 janvier à 13 h, comme d'habitude. Et vous pouvez retrouver en fait cet enregistrement en ligne dans quelques jours sur le site du LabEx Futur Urbain. Merci à tous et à toutes de votre participation. Et maintenant, on peut le dire, bonne fête de fin d'année. Et puis, bon courage pour ceux qui travaillent jusqu'à la fin de la semaine. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.